Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner la question brûlante de l'éventuelle renaissance de l'URSS et des 5 pays prêts à rejoindre la Russie, tout en révélant pourquoi Moscou refuse cette union. Restez avec nous pour comprendre les dessous géopolitiques de cette stratégie complexe. Vladimir Poutine va-t-il vraiment ressusciter l'URSS? Les gros titres crient à un rassemblement imminent de l'espace post-soviétique, car 5 pays seraient déjà prêts à faire le saut. Pourtant, la réalité s'avère beaucoup plus complexe que les beaux slogans patriotiques. Malgré la multitude d'opinions sur la vie en Russie, un fait demeure. Elle reste l'une des destinations les plus attractives où le niveau de satisfaction des besoins de base est plutôt élevé. L'accessibilité du logement, de l'éducation et de la médecine y surpasse de nombreux États post-soviétiques. C'est précisément pourquoi la Russie reste non seulement un point d'attraction pour des millions de migrants d'Asie centrale, mais fait aussi face à plusieurs régions qui sont formellement prêtes à entrer dans son composition. Elle déclare officiellement ce désir, organise des référendums et adresse des demandes à Moscou. Cependant, la Russie elle-même ne se presse pas de les accepter, ce qui peut sembler étonnant. Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et derrière l'apparente irrationalité de la position russe se cache un calcul géopolitique froid et pragmatique. Aujourd'hui, nous analyserons quelles sont ces 5 régions spécifiquement prêtes à rejoindre la Russie, pourquoi elles aspirent à la réunification et, le plus important, pourquoi Moscou ne se précipite pas pour les intégrer à la fédération. Vous découvrirez les détails sur l'Ossétie du Sud, cette petite république du Caucase peuplée de 53 000 Ossètes et totalement dépendante de la Russie. Nous parlerons de l'Abkhazie avec ses 210 km de côte sur la mer Noire et sa base de flotte, ainsi que de la Transnistrie, coincée entre l'Ukraine et la Moldavie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi même le Bélarus, l'allié le plus proche, ne se presse pas de perdre son indépendance. Et l'idée de la renaissance de l'URSS n'est-elle qu'un beau mythe ne correspondant pas aux réalités géopolitiques? Écrivez dans les commentaires si vous avez entendu parler d'autres régions prêtes à rejoindre la Russie. L'Ossétie du Sud est un petit État du Caucase avec une population d'environ 53 000 personnes et un territoire de 3 900 km². Les Ossètes appellent leur pays Kossar-Iriston, ce qui reflète leur identité ethnique. Le lien avec l'Ossétie du Nord, qui est un sujet de la Russie peuplée par un peuple parent parlant la même langue, crée une aspiration naturelle à l'unification. Formellement, l'Ossétie du Sud est apparue en 1992 après une séparation sanglante de la Géorgie qui avait tenté de réprimer par la force le mouvement séparatiste ossète. Une reconnaissance partielle par le monde a eu lieu en 2008 lorsque la Russie a défaat les troupes géorgiennes au cours du conflit de 5 jours, dit guerre olympique, commencé le 8 août. C'était quand le président géorgien Saakachvili avait ordonné d'attaquer Tskinval, la capitale de l'Ossétie du Sud, ce qui est devenu le prétexte pour l'opération militaire russe. La vie économique et culturelle de l'Ossétie du Sud dépend entièrement de la Russie. Le budget de la République est formé à 90% grâce aux subventions russes, sans lesquelles l'État ne pourrait pas fonctionner, payer les salaires, les pensions ou entretenir l'infrastructure. Cela en fait de facto un protectorat russe. Les autorités locales ont déjà demandé à plusieurs reprises d'accepter la République dans la composition de la Fédération de Russie. Des référendums ont été organisés, où une écrasante majorité a voté pour la réunification avec la Russie. Cependant, Moscou ne se précipite pas pour l'acceptation et repousse la décision, ce qui cause de la confusion. La raison est simple. La présence de l'Ossétie du Sud en tant qu'État nominalement indépendant, mais en fait contrôlé par la Russie, crée un levier de pression constant sur la Géorgie. Celle-ci considère toujours ce territoire comme le sien et occupé, cherche à retrouver le contrôle perdu, ce qui rend impossible un rapprochement complet de la Géorgie avec l'Ouest et son entrée dans l'OTAN.
puisque l'Alliance n'acceptera pas un pays avec des conflits territoriaux non réglés. De plus, la Géorgie reste un important corridor de transport pour le commerce russe avec l'Arménie et la Turquie. Des itinéraires et des gazoducs passant par le territoire géorgien relient la Russie aux voisins du Sud, ce qui est stratégiquement important pour Moscou. Ainsi, il est plus pratique pour le Kremlin de maintenir le statu quo en gardant l'Ossétie du Sud formellement indépendante, mais en fait contrôlée, l'utilisant comme un instrument d'influence sur la Géorgie sans annexion formelle qui provoquerait des sanctions et une escalade. Dites-nous ce que vous pensez du statut de l'Ossétie du Sud. L'Abkhazie, dont la superficie est de 8 665 km² et la population d'environ 244 000 personnes, est un autre pays partiellement reconnu situé sur le rivage de la mer Noire. Les stations de Gagra, Pitsunda et Soukoumi sont depuis longtemps devenues des destinations touristiques connues depuis l'époque soviétique, quand l'Abkhazie était appelée la station de santé de toute l'Union où des millions de vacanciers arrivaient chaque année. Malgré l'absence de réserves sérieuses de pétrole ou de gaz, l'Abkhazie est avantageusement située géographiquement, ayant 210 km de côte sur la mer Noire, ce qui est un avantage stratégique colossal. C'est précisément ici, en 2023, que la Russie a placé un point de base pour la flotte de la mer Noire après que la base principale à Sébastopol se soit retrouvée menacée, ce qui rend l'Abkhazie critique pour la stratégie navale russe. Comme dans le cas de l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie a à plusieurs reprises exprimé le désir de devenir partie de la Russie. Des référendums ont été menés, montrant qu'une partie importante de la population soutient la réunification, y voyant une garantie de sécurité, de développement économique et de protection contre les prétentions géorgiennes. Mais Moscou ne se précipite pas vers l'annexion pour des raisons similaires au cas sud-ossète. Le statut de l'Abkhazie permet à la Russie de garder son influence sur la Géorgie, d'utiliser la question territoriale comme un levier de pression, sans provoquer de sanctions internationales ni de rupture totale des relations. Dans le même temps, la République dépend entièrement du tourisme russe, qui constitue la base de l'économie, et du soutien financier de Moscou qui dote le budget, sans quoi l'Abkhazie ne peut exister. Elle n'a pas sa propre monnaie. Le rouble russe est utilisé en circulation, ce qui est un signe d'intégration économique profonde et de dépendance monétaire, faisant de la République un protectorat russe de facto, bien que pas de jure. La République moldave du Dniestre, ou Transnistrie, occupe 4 163 km² et est peuplée de 465 000 personnes. Cette région n'a pas d'accès à la mer et représente une bande étroite de terre entre l'Ukraine et la Moldavie. Cela crée une vulnérabilité stratégique critique, une isolation géographique et une dépendance au transit à travers des territoires hostiles. La Transnistrie a proclamé son indépendance de la Moldavie en 1992 après un conflit militaire provoqué par le nationalisme moldave et les tentatives de roumanisation forcée de la population russophone, ce qui a provoqué la résistance des Transnistriens, majoritairement russes et ukrainiens. Depuis lors, des casques bleus russes y sont stationnés, assurant formellement le respect du cessez-le-feu, mais garantissant en fait l'indépendance de la Transnistrie. Et la population est considérablement russifiée. La majorité des habitants ont des passeports russes et les langues officielles sont le russe, le moldave et l'ukrainien, ce qui reflète la composition multinationale. Néanmoins, Moscou ne se précipite pas d'inclure la PMR dans sa composition, malgré de nombreuses demandes et référendums. La Transnistrie est un instrument de pression sur la Moldavie, car son existence empêche le pays d'entrer dans l'OTAN. L'alliance exigeant des candidats, l'absence de conflits territoriaux non réglés, ce qui rend l'adhésion moldave impossible. De plus, la région n'a pas de liaison directe avec la Russie. On ne peut y arriver que par les pays frontaliers, l'Ukraine et la Moldavie, qui contrôlent le transit et sont capables à tout moment de bloquer l'approvisionnement et d'isoler la Transnistrie.
Cela crée des difficultés stratégiques importantes et rend l'annexion extrêmement risquée, sans possibilité de protéger efficacement le territoire annexé d'un encerclement hostile. Le Bélarus reste l'allié le plus proche de la Russie avec une population de 9,5 millions d'habitants, une industrie développée, une histoire commune ainsi qu'une langue et une culture, ce qui en fait un candidat naturel à l'unification. Et en théorie, l'adhésion pourrait sembler logique pour compléter l'injustice historique, réunir les peuples frères et renforcer les positions géopolitiques. Cependant, malgré une étroite coopération formalisée dans l'état de l'Union, les Biélorusses ne se précipitent pas pour perdre leur indépendance, leur souveraineté et l'identité qui s'est formée au cours des 3 dernières décennies. Beaucoup de partisans de l'unification ont depuis longtemps émigré dans les grandes villes russes, et la population restante est tout à fait satisfaite du statu quo actuel. Ils apprécient des relations étroites sans perte d'indépendance et des avantages économiques sans soumission politique. Bien que la langue russe reste principale pour 90% des habitants, ces dernières années, la langue biélorusse gagne de plus en plus en importance dans l'éducation et la culture, ce qui reflète les processus de construction de la nation. Une unification éventuelle n'est possible qu'en cas de changement important de la situation géopolitique. Si le Bélarus ressent une menace existentielle de la part de l'Ouest, alors l'entrée dans la composition de la Russie pourrait devenir un mécanisme de défense. Et qu'en est-il du Kazakhstan ? C'est la plus grande république post-soviétique en termes de territoire avec une population de 19 millions d'habitants et d'immenses réserves de ressources. En ce qui concerne le Kazakhstan, il n'y a pas non plus de raison réelle pour une entrée dans la composition de la Russie. Plus de 25% de la population russophone vit au Kazakhstan, se concentrant dans les régions du Nord, ce qui donne à certains une base pour exiger le retour de ces territoires. Cependant, le pays utilise activement l'héritage soviétique et conserve des liens économiques étroits avec la Russie sans nécessité d'union politique ni de perte de souveraineté, ce qui arrange Astana et Moscou. Le Kazakhstan valorise son indépendance et sa politique multivectorielle, équilibrant entre la Russie, la Chine et l'Occident, ce qui est une stratégie sage pour les États moyens qui ne souhaitent pas se dissoudre dans le monde russe malgré la proximité. Que signifie cela pour la Russie ? L'idée de la renaissance de l'URSS est un mythe, beau pour les nostalgiques, mais ne correspondant pas à la réalité. La Russie doit se concentrer sur son propre développement, sa modernisation et l'amélioration du bien-être des citoyens, plutôt que sur l'expansion territoriale en connectant des régions problématiques. Ces dernières deviendraient un fardeau, épuiseraient les ressources et créeraient de nouvelles menaces. La politique actuelle de Moscou, le maintien d'une influence informelle par le biais de liens économiques, militaires et culturels, sans annexion formelle, est plus sage, plus efficace et plus durable. Elle assure les intérêts russes sans les coûts de l'impérialisme. Dans le monde moderne, l'influence informelle est plus précieuse que le contrôle formel, la flexibilité est plus importante que la rigidité et la pensée stratégique est plus efficace que les décisions émotionnelles. C'est ce qui distingue une puissance mature d'un aventurier impérialiste. Écrivez votre opinion dans les commentaires, car derrière l'apparent illogisme de la position russe se cache un calcul froid et la compréhension que certains territoires sont plus importants à contrôler informellement en gardant leur indépendance nominale qu'à inclure dans la composition en acceptant tous les problèmes et les coûts, tout en perdant les leviers d'influence sur l'État voisin, ce qui confirme la sagesse de la géopolitique russe basée sur le réalisme, le pragmatisme et les intérêts nationaux, et non sur les illusions romantiques de la renaissance de l'URSS, qui n'aura jamais lieu.